Alerte de février 2020. Bienvenue à l'écoute du magazine audio Alerte numéro 2 de février 2020. Nous vous présentons l'actualité du mois en matière fiscale avec quelques précisions sur la loi de finances pour 2020, juridique, notamment sur la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, et sociale, loi d'orientation des mobilités. Passons d'abord en revue l'actualité fiscale. Investissement locatif Pinel. Le plafond des frais et commissions des intermédiaires liés à une acquisition immobilière ouvrant droit à la réduction d'impôt Pinel a été fixé à 10%. Il s'appliquera aux contrats signés à compter du 1er avril 2020. Un rappel, suite à la LF 2020, la réduction d'impôt Pinel sera recentrée sur les bâtiments d'habitation collectifs pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021. En conséquence, cette réduction d'impôt pour les investissements dans des logements d'habitat individuels sera supprimée à compter du 1er janvier 2021. Réduction d'impôt Madelin IR-PME. La LF 2020 a maintenu la hausse temporaire du taux de la réduction d'impôt IR-PME de 18 à 25% pour les versements effectués au capital de PME jusqu'au 31 décembre 2020. Précisons que les titres figurant dans un plan d'épargne en action, dans un plan d'épargne retraite, un compte PME Innovation ou dans un plan d'épargne salariale, PEE, PEI et PERCO, n'ouvrent pas droit à cette réduction d'impôt. Fractionnement de l'indemnité compensatrice de préavis. Il était possible pour les revenus perçus jusqu'en 2019, sur option du contribuable, de fractionner l'imposition de l'indemnité compensatrice de préavis due en application du Code du travail lorsque le délai de préavis se répartissait sur plus d'une année civile. La LF 2020 a supprimé ce dispositif de fractionnement à compter de l'imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Plus-value, report d'imposition en cas d'apport-cession. Le CGI prévoit un report d'imposition de plein droit des plus-values d'apport de titres réalisés par les personnes physiques directement ou par personne interposée lorsque l'apport est fait à une société soumise à l'impôt sur les sociétés contrôlée par l'apporteur. La loi de finances pour 2020 a aménagé le dispositif du report d'imposition des plus-values à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, les modalités de réinvestissement indirect via les structures de capital investissement sont précisées. Et surtout, le délai minimal de conservation des titres reçus en contrepartie de l'apport par le donataire, lorsque ceux-ci ont été transmis par donation, est porté de 18 mois à 5 ans, et même à 10 ans en cas de réinvestissement indirect. Donation à terme d'actions suivies de leur cession. La plus-value dégagée par la cession d'actions ayant fait l'objet d'une donation à terme reste imposable au nom du donateur dès lors que celui-ci est demeuré propriétaire des titres donnés à la date de la cession. Gain d'un management package réalisé par une société civile, un arrêt du Conseil d'État à retenir. Les cadres dirigeants d'un groupe ont acquis des actions de préférence de leur société qu'ils ont ensuite respectivement cédées à leur prix d'achat à la société civile soumise au régime fiscal des sociétés de personnes qu'ils avaient chacun constitué avec leur conjoint. L'administration fiscale a estimé qu'une fraction du gain résultant de la cession de ces titres par la société civile ne relevait pas du régime des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers, mais était constitutive d'un complément de rémunération.
Ce jugement a été invalidé successivement par la Cour administrative d'appel de Versailles et le Conseil d'État. La décharge des impositions supplémentaires mises à la charge des cadres dirigeants a été prononcée. En effet, l'administration ne pouvait faire abstraction de la personnalité morale de ces sociétés civiles pour procéder à la requalification en traitements et salaires d'une partie de la plus-value encaissée par les dirigeants lors de la revente des actions de préférence acquises par eux dans le cadre du dispositif d'intéressement du management package mis en place. Pour le Conseil d'État, les gains issus d'un management package réalisé par une société civile ne sont pas des salaires. Dès lors, sauf à mettre en œuvre la procédure de répression des abus de droit, l'administration ne peut pas requalifier une fraction de la plus-value réalisée par une société civile en complément de rémunération de ses associés. Jeunes entreprises innovantes. La LF 2020 a prorogé pour 3 années, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2022, l'accès au statut de jeune entreprise innovante, JEI. En outre, le critère de qualification de JEI a été assoupli. Les variations de cours de monnaie ou de marché des valeurs mobilières de placement sont neutralisées pour le calcul du volume minimal des dépenses de recherche et de développement de ces entreprises. Renonciation à un droit et donation. Une société qui devient pleinement propriétaire d'un bien par suite de la renonciation prématurée par l'usufruitier à son droit de jouissance peut être imposée à la fois au droit de donation et à l'impôt sur les sociétés. Association, franchise des impôts commerciaux. Les associations, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats professionnels dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité principale non lucrative échappent aux impôts commerciaux pour leurs activités lucratives accessoires lorsque les recettes encaissées à ce titre n'excèdent pas une certaine limite. La franchise, qui était fixée à 63 059 € pour 2019, a été sensiblement relevée en 2020. Elle est passée à 72 000 € pour les recettes lucratives accessoires encaissées depuis le 1er janvier 2020. Revenu foncier, dispositif COS, loué abordable. Ce dispositif permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d'une convention signée avec l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, de bénéficier d'une déduction spécifique sur les revenus fonciers qu'ils dégagent. Le taux de la déduction varie de 15 à 70% en fonction de la tension du marché locatif dans lequel se trouve le logement et du type de convention signée avec l'ANA, secteur intermédiaire, social ou très social. Ce taux de déduction peut être porté à 85% lorsque le logement, quelle que soit sa localisation, est donné en location à un organisme public ou privé agréé dans le cadre d'une intermédiation locative en vue de l'hébergement de personnes défavorisées. Ce dispositif a été prorogé par la LF 2020 jusqu'au 31 décembre 2022, mais son champ d'application est réservé dorénavant aux logements pour lesquels le propriétaire du logement justifie du respect d'un certain niveau de performance énergétique. Travaux d'aménagement d'un grenier. Les travaux réalisés dans un grenier pour y aménager 2 chambres ne sont pas déductibles des revenus fonciers des propriétaires s'ils ne démontrent pas que ces chambres existaient déjà avant les travaux. Oui, et notez que les travaux ayant pour effet de rendre habitable un grenier constituent des travaux d'agrandissement qui ne peuvent être déduits des revenus fonciers quand bien même ce grenier ferait partie intégrante de la maison et serait donc à usage d'habitation.
Travaux payés par une SCI. Une SCI et son associé majoritaire disposent de 2 patrimoines distincts qu'il est important de ne pas confondre. Du coup, le propriétaire d'un immeuble qui fait régler des dépenses de travaux par la société civile immobilière dont il est associé majoritaire ne peut pas les déduire de ses revenus fonciers dès lors qu'il n'en a pas personnellement supporté le coût. Plus-values immobilières des particuliers, remploi du prix d'un logement. L'exonération de la plus-value réalisée au titre de la première cession d'un logement autre que la résidence principale est notamment subordonnée à la condition que le cédant remploie dans les 24 mois tout ou partie du prix de cession dans l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte à son habitation principale. La fraction du prix que le cédant destine au remploi et au titre de laquelle il demande le bénéfice de l'exonération doit figurer dans l'acte de cession. Lorsque le montant effectivement remployé s'avère finalement différent de celui qui était mentionné dans l'acte, une régularisation peut ou doit, selon le cas, être opérée. En cas de remploi supérieur, le contribuable dispose de 2 ans à compter de la cession pour réclamer le trop versé. En cas de remploi insuffisant, l'impôt est dû au titre de l'année d'expiration du délai de remploi. Généralisation de la télédéclaration et du télérèglement. Afin de permettre la mise en œuvre de l'obligation de télédéclaration en matière de droit de mutation à titre gratuit, les modalités de déclaration de succession et des dons familiaux de sommes d'argent sont simplifiées en supprimant dans les textes légaux toute référence aux imprimés papier. Seront ainsi supprimées au cours de l'année 2020 l'obligation de souscrire les déclarations de succession et de dons familiaux de sommes d'argent en double exemplaire sur une formule imprimée fournie gratuitement par l'administration et l'obligation de souscrire plusieurs déclarations pour les immeubles hérités situés dans une circonscription autre que celle où doit être souscrite la déclaration de succession. Actualité juridique du mois, infractions routières. Lorsque certaines infractions routières sont commises avec un véhicule donné en location à une société, le paiement de l'amende incombe au représentant légal de la société, en l'absence d'identification de l'auteur de l'infraction. Rappelons qu'en cas d'infraction commise avec le véhicule d'une société dont le représentant légal est lui-même une personne morale, la personne physique dirigeant cette personne morale peut également être tenue au paiement de l'amende. Gérant d'une société civile. Le gérant d'une société civile encourt la révocation pour cause légitime s'il n'a pas rendu compte de sa gestion aux associés. Une illustration. Des époux divorcent une vingtaine d'années après avoir constitué, avec leurs enfants, une société civile immobilière dont l'époux était le gérant. L'ex-épouse et les enfants reprochent au gérant de ne pas leur avoir rendu compte de sa gestion chaque année et ils se prévalent de ce manquement pour demander sa révocation judiciaire pour cause légitime. Une cour d'appel rejette cette demande, mais la Cour de cassation censure cette décision. Le caractère familial de la société et l'absence de demande de rapport de gestion émanant des associés sont impropres à exonérer le gérant de son obligation de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois par an, et en conséquence à exclure l'existence d'une cause légitime de révocation. Décès d'un associé. Le décès d'un associé d'une société de personnes, SARL, société en nom collectif ou en commandite simple, société civile, entraîne un changement dans la répartition des parts de la société. Ce décès nécessite dans tous les cas
de déposer un exemplaire des statuts mis à jour, accompagné de la décision constatant la poursuite de la société, soit avec les associés survivants, soit avec les ayants droit du défunt devenus associés. Lorsque le défunt était associé indéfiniment responsable des dettes sociales, associé de société civile ou associé en nom, la mention de ces associés inscrite au RCS doit être actualisée. Parité femmes-hommes dans les conseils. Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises de 250 salariés et plus doivent compter au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration ou de surveillance. Cette obligation s'appliquait déjà depuis le 1er janvier 2017 aux sociétés cotées et à celles de plus de 500 salariés. Les entreprises qui ne respecteront pas cette obligation encourent des sanctions récemment renforcées par la loi Pacte. Nullité de la nomination ou de la désignation, nullité des délibérations rendues par les conseils d'administration ou de surveillance, suspension du versement des jetons de présence. Dissolution unilatérale d'une société en participation de professionnels libéraux. Les dispositions permettant à un associé d'une société en participation à durée indéterminée de dissoudre à tout moment celle-ci par une notification adressée aux autres associés ne sont pas applicables aux sociétés en participation de professionnels libéraux. Parité femmes-hommes dans les conseils. Depuis le 1er janvier 2020, les entreprises de 250 salariés et plus doivent compter au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration ou de surveillance. Cette obligation s'appliquait déjà depuis le 1er janvier 2017 aux sociétés cotées et à celles de plus de 500 salariés. Les entreprises qui ne respecteront pas cette obligation encourent des sanctions récemment renforcées par la loi Pacte. Nullité de la nomination ou de la désignation, nullité des délibérations rendues par les conseils d'administration ou de surveillance, suspension du versement des jetons de présence. Publicité des comptes simplifiés des entreprises moyennes. La loi Pacte de mai 2019 autorise les sociétés répondant à la définition des entreprises moyennes à demander au greffe du tribunal auprès duquel elles ont déposé leurs comptes annuels de ne rendre publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan et de son annexe. Les moyennes entreprises sont celles qui répondent à 2 des 3 critères suivants: entre 6 et 20 millions d'euros de total bilan, entre 12 et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net, moins de 250 salariés. Les sociétés qui appartiennent à un groupe sont expressément exclues du dispositif, même lorsqu'elles remplissent les conditions précitées à titre individuel. Concrètement, une entreprise moyenne qui demande qu'une version simplifiée de son bilan et de son annexe soit rendue publique doit déposer au greffe une déclaration de publication simplifiée de ces documents. Plan de sauvegarde ou de redressement, consultation individuelle des créanciers. Dans le cadre de l'élaboration du plan de sauvegarde ou de redressement d'une entreprise en procédure collective, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier ayant déclaré sa créance sur les propositions de remise de dette et de délai de paiement faites par l'entreprise ou l'administrateur. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse du créancier dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre adressée par le mandataire au créancier vaut acceptation des propositions. Attention, si la lettre de consultation du créancier sur les délais de paiement et les remises de dette proposées ne comporte pas les éléments requis par les textes de l'article L. 626-5 alinéa 2 du Code de commerce, elle ne fait pas courir le délai à l'issue duquel
le créancier est considéré comme ayant accepté ces propositions. Liquidation judiciaire simplifiée. Depuis le 23 novembre 2019, la procédure de liquidation simplifiée est obligatoire si l'actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, emploie au plus 5 salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure et réalise un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 750 000 € hors taxes. Par ailleurs, la durée de la procédure simplifiée est fixée à 1 an lorsque le chiffre d'affaires hors taxes du débiteur est supérieur à 300 000 € et qu'il emploie plus d'un salarié. En deçà de ces seuils, la procédure est limitée à 6 mois. Notez que le tribunal peut, dans les 2 cas, proroger la durée de la procédure de 3 mois maximum. Signalons aussi que tant que la liquidation judiciaire est en cours, l'entrepreneur personne physique ne peut exercer aucune activité professionnelle susceptible de relever d'une procédure collective. Notez que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée déroge au régime général de la liquidation judiciaire sur plusieurs aspects. Vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois de l'ouverture de la procédure, vérification des seules créances susceptibles de devenir un rang utile dans les répartitions et des créances résultat d'un contrat de travail, durée limitée de la procédure, etc. Promesse unilatérale de vente admise au passif. Lorsqu'une promesse unilatérale de vente faite à un locataire sur le bien loué prévoit l'imputation des loyers déjà payés sur le prix de vente, le locataire peut déclarer sa créance éventuelle au passif du promettant afin d'invoquer la compensation s'il lève l'option. Résiliation de plein droit du bail commercial. Si le locataire de locaux commerciaux est en liquidation judiciaire, le bailleur peut faire constater la résiliation de plein droit du bail pour non-paiement des loyers échus après l'ouverture de la procédure, sans avoir à adresser au préalable un commandement de payer. Oui, et en pratique, le bailleur a donc tout intérêt à invoquer ce cas de résiliation de plein droit, car mettre en œuvre la clause résolutoire lui impose de délivrer un commandement de payer visant la clause, et cela l'expose à la neutralisation de la résiliation si des délais sont accordés au liquidateur judiciaire ou si ce dernier paie les sommes dues avant l'expiration du délai de 3 mois. Ajoutons que cette solution n'est pas transposable à la sauvegarde et au redressement judiciaire. Résolution d'une vente. Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors qu'ils sont suffisamment précis et détaillés pour avoir exercé une influence déterminante sur le consentement du co-contractant et que le contrat ne contient pas de stipulation contradictoire ou inverse. Dès lors, doit être résolue la vente d'un véhicule non conforme aux caractéristiques vantées par la plaquette publicitaire, qui précise et détaillée a donc une valeur contractuelle, l'acte de vente ne mentionnant lui-même aucune caractéristique particulière du véhicule. Marché public. Pour permettre à un plus grand nombre de TPE de participer à des marchés publics, le plafond des marchés publics sans formalité est passé de 25 000 à 40 000 € hors taxes le 1er janvier 2020. Dans le même esprit, le montant des avances versées aux PME pour la passation de certains marchés est relevé. Le taux minimal de l'avance est ainsi porté à 10% à compter du 1er janvier 2020 pour les acheteurs locaux et les établissements publics de l'État, hors hôpitaux publics, dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions € par an. Notez aussi que dans le cadre des marchés publics, la facturation dématérialisée
est désormais obligatoire pour toutes les entreprises. Acte de concurrence déloyale. L'entreprise qui recrute un salarié alors qu'elle sait qu'il est lié à son employeur par une clause de non-concurrence commet une faute constitutive de concurrence déloyale, même en l'absence de manœuvre déloyale. La situation est différente en l'absence de clause de non-concurrence. Dans ce cas, le recrutement de salariés d'une entreprise concurrente n'est fautif que s'il s'accompagne de manœuvres déloyales et entraîne la désorganisation de cette entreprise. Abordons maintenant l'actualité sociale du mois. Auto-entrepreneur sous la subordination de la société qui l'emploie. Si un auto-entrepreneur immatriculé au registre du commerce établit qu'il travaille sous la subordination d'un donneur d'ordre, la présomption légale de non-salariat dont il relève est renversée. Le donneur d'ordre peut alors faire l'objet d'un redressement de cotisation sociale. Mécanisme de neutralisation des effets de seuil. La loi Pacte a instauré un gel de 5 ans dans l'application de toute obligation s'imposant à une entreprise qui vient de franchir un seuil, à la hausse ou à la baisse. 2 décrets récents ont mis en musique ce gel de 5 ans. Prenons l'exemple d'un employeur qui franchit un seuil au 1er janvier 2020 selon l'effectif moyen annuel sécurité sociale au 31 décembre 2019. Les conséquences de ce franchissement de seuil seront prises en compte si ce franchissement est constaté pendant les 5 années civiles consécutives, de 2020 à 2024 inclus, soit à compter du 1er janvier 2025. Attention, car ce dispositif de neutralisation ne s'applique pas aux exonérations calculées dans la limite d'un effectif, comme l'exonération ZRR pour l'embauche d'un salarié dans la limite de 49 salariés. De plus, notez que les employeurs déjà assujettis à une obligation en 2019 ne peuvent pas bénéficier de la mesure de neutralisation au 1er janvier 2020 au titre de cette obligation. Par exemple, restera assujettie au forfait social l'entreprise assujettie en 2019 au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire, dont l'effectif au 1er janvier 2020 est d'au moins 11 salariés. Les dispositifs actuels de lissage des effectifs, FNAL, participation, construction, etc., sont maintenus pour les employeurs qui en bénéficiaient au 31 décembre 2019. Enfin, et à l'inverse, le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle de prise en compte du franchissement à la hausse. Autrement dit, en cas de variation de l'effectif sous un seuil, l'employeur ne sera plus soumis à l'obligation liée à ce seuil. Règlement intérieur. En application de la loi Pacte, le seuil au-dessus duquel un règlement intérieur est obligatoire au sein de chaque entreprise ou établissement est passé de 20 à 50 salariés au 1er janvier 2020. L'obligation s'applique au terme d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint. Pour l'appréciation de ce seuil, l'effectif reste décompté selon les règles prévues par le Code du travail. Les entreprises créées à compter du 1er janvier 2020 disposent d'un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant 12 mois consécutifs pour se doter d'un règlement intérieur. Soulignons que la mesure de gel de 5 ans dont nous venons de parler ne s'applique pas aux créations d'entreprises dont l'effectif est d'emblée supérieur au seuil posé. Loi d'orientation des mobilités. Négociation obligatoire, forfait mobilité durable, titre mobilité,
telles sont les mesures prévues par la loi d'orientation des mobilités et entrée en vigueur le 1er janvier 2020 pour améliorer la prise en charge des trajets domicile-travail des salariés. Dans le cadre de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les entreprises dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site doivent désormais négocier sur les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux et en prenant en charge les frais de transport personnels. À défaut d'accord, les entreprises concernées doivent élaborer un plan de mobilité employeur. En plus des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, l'employeur peut désormais prendre en charge les frais exposés pour l'alimentation de véhicules hydrogène. Outre les salariés pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par les conditions d'horaire de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport, sont aussi concernés ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire. Le forfait mobilité durable se substitue aux indemnités vélo et covoiturage. Il permet à l'employeur de prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel, ou en tant que conducteur ou passager en convoiturage, ou en transport public de personnes, à l'exception des frais d'abonnement de transport collectif ou de services publics de location de vélo, ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée. La prise en charge des frais de déplacement en vélo cesse donc d'être kilométrique pour devenir forfaitaire. La prise en charge des frais prend la forme d'un versement annuel dans la limite de 400 €. Le montant, les modalités et les critères d'attribution de la prise en charge des frais de transport personnel sont déterminés par accord d'entreprise ou par accord inter-entreprise et à défaut par accord de branche. À défaut d'accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l'employeur après consultation du CSE s'il existe. L'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de transport personnel est exonéré d'impôt sur le revenu, de CSG, de CRDS et par conséquent de cotisations de sécurité sociale et des prélèvements dont l'assiette est alignée sur celle de ces cotisations. Lorsque la prise en charge des frais de transport personnel engagés par les salariés est cumulée avec la prise en charge des frais d'abonnement de transport collectif ou de service public de location de vélo, l'avantage résultant de ces deux prises en charge ne peut pas dépasser le montant maximum compris entre 400 € par an et le montant de l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l'employeur du prix des titres d'abonnement. Action en remboursement de frais professionnels. Le délai de 3 ans de prescription spécifique aux actions en paiement des salaires ne s'applique pas à l'action en paiement d'une prime de transport constitutive d'un remboursement de frais professionnels. Celle-ci est soumise au délai de prescription de 2 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Entretien professionnel. Toute entreprise, quel que soit son effectif, doit désormais faire bénéficier ses salariés d'un entretien professionnel consacré à l'examen de leurs perspectives d'évolution professionnelle. L'entretien a lieu tous les 2 ans, ainsi qu'à l'issue de certaines absences.
Tous les 6 ans de présence, l'entretien permet de dresser un état des lieux récapitulant le parcours professionnel du salarié. Il s'agit de vérifier qu'il a bénéficié de tous les entretiens auxquels il avait droit et de s'assurer qu'au cours de cette période de 6 ans, il a suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience, bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. L'entreprise d'au moins 50 salariés n'ayant pas respecté ce dispositif encourt une sanction. Elle est tenue d'accorder au salarié un abondement correctif sur son compte personnel de formation. Une période transitoire a été instaurée pour permettre aux employeurs d'au moins 50 salariés de se conformer à ce nouveau régime de l'entretien professionnel issu de la loi Avenir professionnel et d'échapper à la sanction prévue en cas de manquement. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'employeur échappe à la sanction si, au cours des 6 précédentes années, il a organisé tous les entretiens professionnels auxquels il est légalement tenu et s'il justifie avoir accordé aux salariés au moins 2 des 3 mesures d'évolution indiquées à l'instant. À compter du 1er janvier 2021, ce sont les nouvelles règles qui s'appliqueront. Prise d'acte de la rupture du contrat de travail à retenir. En cas de prise d'acte par un salarié de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de l'employeur, le point de départ de la prescription biennale de l'action en justice se situe à la date de la rupture et non à la date des manquements de l'employeur. Litige relatif à la rupture conventionnelle. L'action en paiement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle s'inscrit dans le cadre d'un litige concernant la convention de rupture. Pour la Cour de cassation, elle est donc soumise au délai de prescription spécial d'1 an courant à compter de l'homologation de la convention. Au terme de ce magazine, nous vous remercions de votre attention et vous donnons rendez-vous en mars prochain. À bientôt!